Oui, il y a toujours un petit côté sentimental, évidemment, qu'on ne peut pas empêcher de jouer. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Bonjour, je suis mort alors qu'en Irlande et au Mexique, des manifestations ont été réprimées dans le sang. Sur ma tombe, on a gravé cette épitaphe, d'ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent. Grand amateur de jeux de mots et de traits d'esprit, j'ai notamment dit, le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût. On peut voir celui qui regarde mais on ne peut pas entendre celui qui écoute. L'art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques, et le célèbre, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Je suis né en 1887 à Blainville-Crevon dans une famille sensibilisée à l'art puisque mes deux grands frères sont aussi artistes et fréquentent les grands peintres de l'époque. Ce sont d'ailleurs eux qui m'initient à la peinture quand après mes études à Rouen je viens à Paris pour prendre part à leur groupe de peintres, majoritairement d'inspiration cubiste. J'abandonne l'Académie Julian à cause des cours théoriques et suis refusé l'école des Beaux-Arts. Ma formation est donc à peu près celle d'un autodidacte. Par la suite, en difficulté financière, j'hésite à m'engager dans une carrière d'humoriste. D'ailleurs, l'humour et la provocation feront toujours partie intégrante de mon travail artistique, en témoigne mon détournement de la Joconde à qui je peins des moustaches et dont je change le titre pour les initiales LHO au cul. Cependant, je m'éloigne rapidement des problématiques spatiales cubistes, à savoir comment représenter l'espace tridimensionnel sur une toile bidimensionnelle, pour m'intéresser à des questions temporelles, plus proches en cela des futuristes et du travail de Kupka, qui est d'ailleurs mon voisin à Puteaux. Une de mes toiles me rendra d'ailleurs célèbre à New York au cours de l'Armory Show en 1913, après avoir été brutalement refusé à Paris. Je m'installerai d'ailleurs aux États-Unis en 1915 et y diffuserai les avant-gardes européennes, notamment les œuvres de Brancusi ou le surréalisme. Je n'appartiens à aucune école ni à aucun groupe, et ce n'est d'ailleurs qu'à partir des années 1913-1915 que je commence le travail pour lequel tout le monde me connaît aujourd'hui, mais qui resta inconnu pendant de longues décennies. Provocateur, je cherche alors les limites de l'art et parviens à me faire refuser par la Société des artistes indépendants de New York, pourtant supposé exposer toutes les œuvres d'art qui leur étaient proposées. Je montre ainsi les contradictions de ceux qui, à la suite du salon des refusés parisiens, veulent se distinguer du salon officiel et qui déclarent que mes œuvres ne sont pas de l'art. Je suis aussi membre du collège de pataphysique et de l'Oulipo. Amateur de jeux de mots et de travestissement, je signe parfois Hermout, Rose c'est la vie ou Marchand du sel. En 1923, j'abandonne toute activité artistique pour me consacrer au jeu d'échecs dont je suis un excellent joueur. Ce n'est qu'en 1964, quand la galerie Schwartz à Milan me propose de rééditer mes ready-made, créés une cinquantaine d'années plus tôt, puis perdus, que je reviens sur le devant de la scène et que je me fais connaître du grand public. Je suis considéré à partir de ce moment-là comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Artiste intellectuel, j'ai interrogé la notion de goût, de convention, d'originalité et même celle d'œuvre d'art d'une manière extrêmement radicale, et la postérité de mes questionnements et de mes expérimentations est énorme, notamment à travers les surréalistes, le pop art, Fluxus ou les artistes conceptuels. De même, les néo-dadaïstes américains comme Rauschenberg ou Jasper Jones se réclameront dans les années 50 de mon influence. On me doit notamment, outre de nombreux ready-made comme la célèbre Fontaine, le nu descendant un escalier, la mariée mise à nu par les célibataires même, ou encore étant donné.